De retour dans cette session, donc sur le début du chapitre 4, le théâtre des réincarnations. J'avoue avoir beaucoup fait de digression dans la première partie de cette séance, puisque j'ai à peine lu, j'ai juste lu le premier paragraphe. Et j'enchaîne donc voilà tout de suite maintenant avec la fin, donc on est page 43. La fin de la page, donc la phrase suivante qui commence par « Or, vous êtes tellement focalisé sur votre rôle, focalisé, tellement intrigué par la réalité que vous créez, tellement hypnotisé par les espoirs, les défis, les problèmes et les chagrins de vos rôles particuliers, que vous finissez par oublier que vous les avez créés. » Voilà, donc il utilise vraiment des verbes très forts, hein, focaliser, intriguer, hypnotiser, et que c'est ce qu'il a déjà commencé à dire dans le début du livre, c'est-à-dire que vous êtes, c'est ce qu'il a dit aussi au paragraphe juste avant, vous êtes un comédien. Ce n'est pas vous, c'est un rôle que vous vous êtes donné. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre dans l'explication qu'il donne par la suite. Donc, vous imaginez, on va dire ça. On est dans un espace en dehors du monde physique. On a une conscience. Et en tant que conscience, on va se dire, tiens, je vais aller expérimenter quelque chose dans le monde physique. Et cette expérimentation a tout son sens, et c'est important. Ça fait partie de notre évolution en tant que conscience. Ça aussi, c'est vraiment important de le rappeler, pour ne pas enlever du poids à ce qu'on est en train de vivre. C'est pas, c'est une vie parmi d'autres, donc c'est pas grave. Ou, c'est pas grave, je peux mourir, je peux expérimenter, tiens, je vais me suicider pour voir ce que ça fait. Ou... Non. Ce qu'on est en train de jouer a un rôle particulier, une expérience particulière, et on est là pour suivre le chemin. Alors poursuivre un chemin qui n'est pas un destin. Il y a toujours le libre arbitre, mais on s'est donné un cadre. Ça c'était expliqué, je crois que j'en avais déjà parlé effectivement. Et donc on va écrire un début d'histoire, c'est-à-dire notre naissance déjà. On choisit un contexte, un lieu, une époque. Donc un contexte géopolitique particulier, avec une période historique particulière. Il se passe des éléments là qu'on est en train de vivre. Tiens, vous allez vivre une pandémie, et puis on va voir comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose d'une pandémie au XXIe siècle ou à l'époque des pestes, au Moyen-Âge, etc. Quel pays vous choisissez? Quelle langue? Quelle culture? Donc quel contexte déjà un petit peu global. Est-ce que ça va être un pays plutôt riche, aisé, plutôt pauvre, et à l'intérieur dedans, vous allez choisir quel endroit exactement, quelle famille, donc quel niveau de vie vous souhaitez expérimenter, quel courant culturel particulier. Et puis encore après, vos parents, quel caractère dans vos parents. Le père, plutôt comme ci, comme ça. La mère, plutôt comme ci, comme ça. Vous avez des frères et sœurs? Oui, non, ou pas? Pourquoi? Vous êtes le premier, le dernier? Au milieu? Tout ça, ça raconte une histoire. C'est comme vous ouvrez un roman. Il était une fois. Voilà, toc, il y a quelque chose qui s'installe. Donc tout ça, comme nous sommes le metteur en scène et le producteur de notre vie, on l'écrit, on est le scénariste également. Donc voilà, on prend le temps, on écrit, on développe un début d'histoire, on imagine. Et puis on écrit un peu les grandes étapes de la vie. Ce serait bien qu'on arrive à passer par là, par là, par là. Et à partir de là, on rentre dans le jeu, on naît. Et à la naissance, on oublie qu'on a créé. Les rares moments où on se reconnecterait à notre moi, ce serait peut-être à travers des rêves, à travers des états de conscience particuliers qui viennent pas forcément automatiquement. Il y a certaines personnes qui ont des expériences
très particulières où elles se reconnectent à des niveaux de conscience particuliers, donc elles ont accès à des informations auxquelles on n'a pas accès dans notre quotidien. Mais généralement, la plupart des gens, justement, et peut-être plus on reste dans l'idée que ça n'existe pas, que le monde est limité à ce qu'on voit, c'est pas ça qui nous invite à aller chercher ailleurs, et donc ça crée peut-être des freins qui vont faire qu'on n'a jamais expérimenté autre chose. Bon, j'émets une hypothèse. Et c'est là où Seth nous dit, voilà, donc vous avez créé votre rôle, etc. Et quand vous le jouez, vous êtes dedans, à fond. Focalisé à fond. Voilà. Laurent, tiens, t'es un homme, tel âge, tu fais ci, tu fais ça, et je suis à fond. Et c'est ce petit décalage-là, en fait, que Seth nous invite à faire en permanence, de dire, ouais, prends un peu de recul, de te regarder, ce que t'es en train de faire, c'est pas grave. Voilà. De prendre de la légèreté dans ce qu'on souhaite expérimenter. De rester léger, tout en étant sérieux. Il y a une juste distance par rapport à nos expériences à avoir. C'est quand même un peu aussi ça la teneur du message de Seth. Là, en tout cas, il nous dit, mais vous êtes à fond dedans, focalisé, intrigué par la réalité. Vous créez quelque chose et vous êtes fasciné par ce que vous créez. Vous oubliez que c'est vous qui le créez en permanence. Donc c'est bien des fois juste de s'en rappeler, au moins, c'est une première étape. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on interagit? Là, c'est libre à chacun de voir, effectivement. Hypnotisé par les espoirs, les défis, les problèmes et les chagrins de vos rôles particuliers, pas de vous, de l'histoire que vous êtes en train d'écrire, et qui continue à s'écrire. Elle n'est pas tout écrit. Le présent peut changer. Tout peut changer en permanence. Il n'y a rien de figé. On ne peut pas prédire le futur. Il y a des éléments qui conduisent vers. Mais, tant que ce n'est pas dans le présent, ça peut être modifiable. Et d'ailleurs, le passé est autant modifiable que le futur, nous dit Seth plusieurs fois. Puisque le temps n'existe pas, concrètement. Ce ne sont que des conventions, si vous vous rappelez les sessions précédentes. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de se rappeler, donc ça fait beaucoup d'éléments, c'est très complexe, et ça ne correspond pas à ce qu'on vit, l'expérience quotidienne de la réalité. Donc Seth nous invite en permanence à faire ce petit décalage, et on est dedans, toujours. Voilà. Vous êtes tellement plongé dedans que vous finissez par oublier que vous les avez créés. Il continue. Cette pièce, ma vie, émouvante et intense. Oui, elle est remplie d'émotions, il se passe plein de choses. On est pris dedans à fond. Mais moi le premier, je ne m'exclus pas du tout dedans, effectivement. Avec ses bonheurs et ses tragédies, dit Seth, peut être comparé à votre vie actuelle, à votre environnement présent, à la fois pour chacun d'entre vous et collectivement. Nous créons une pièce. Chaque personne qui intervient dans votre vie le font volontairement, inconsciemment, mais volontairement. Et donc, alors ce sont des personnages secondaires de votre histoire. Chacun crée sa propre pièce et il y a des personnages secondaires autour. Des interactions particulières qui vont nous aider à jouer notre rôle, nous aider à explorer ce qu'on a exploré, nous aider à vivre les expériences qu'on est censé vivre, ou qu'on souhaitait vivre en tout cas avant de s'incarner. Et qu'on peut se rappeler dans les rêves, ou sur lesquels on peut en tout cas revenir, réécrire un peu. Chaque nuit, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je comprends, on peut venir peaufiner, réécrire, corriger, préciser ce qu'on va faire la journée suivante. Puis décider finalement, non, c'est pas ça qui va se passer finalement. La vie va prendre un virage, tac, on va trouver un événement pour dévier, changer de voie. Mais c'est bien quelque chose d'individuel et de collectif. La pièce n'est pas jouée par un seul acteur. Il y a un acteur principal et d'autres acteurs. Et tout ça, ça joue ensemble. Donc c'est d'une complexité énorme.
Et c'est aussi la difficulté d'entendre le message de Seth, c'est que plus on rentre dans la proposition de l'explication qu'il nous fait de ce qu'on vit, plus on se dit mais c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il faudrait des ordinateurs hyper puissants pour finalement réaliser ce que fait notre conscience en permanence. Je parle de ma conscience non visible. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ma conscience, là, je suis en train qui passe par mon mental, qui formule des mots, qui vous parle. J'ai conscience de moi, ce qui se passe dans ma réalité, donc voilà, ce que mes sens perçoivent autour de moi, etc. Mais ma conscience serait plus large, et donc en même temps que guider moi, Laurent, ici, elle est en train de guider d'autres histoires ailleurs. Elle a conscience de l'ensemble de ça, de toutes les interactions possibles avec toutes les autres entités avec lesquelles je suis en relation. Là, tout de suite, on se dit, waouh, c'est la folie. Et il y en aurait combien comme ça d'histoires? Et c'est là où Seth dit pas vraiment de chiffres, mais ça paraît un petit peu tourbillonnant. Donc gardez en tout cas, c'est la manière dont je résumerai ce chapitre, que donc on joue ce rôle d'acteur, mais que l'acteur n'est pas tout seul. Donc il y a du lien en permanence avec les autres. Ou avec certaines autres personnes, pas tout le monde. Bon. Chapitre suivant. Mais d'autres pièces, donc ça c'est une première pièce, voilà, vous êtes aujourd'hui ici, moi je suis assis sur mon siège. Mais, 17, d'autres pièces se déroulent simultanément, dans lequel vous jouez également un rôle. Je continue pour que vous ayez le contexte global. Elles ont toutes leur décor et leur structure propre. Elles se déroulent à différentes époques. L'une d'elles peut être nommée la vie au XXe siècle. Une autre, la vie au XVIIIe siècle, ou encore en 500 avant Jésus-Christ, et en l'an 3000. En l'an 3000. Ah, mais c'est du futur, ça. Tout se passe en même temps. Notre entité, qui est donc la conscience globale, donc qui me dépasse largement, est en train de vivre l'expérience à travers plusieurs personnalités. Comme moi, je ne suis qu'une personnalité parmi beaucoup d'autres. Et donc, mon grand moi, on va dire, mon moi interne, et peut-être le moi interne, ce sera encore une autre définition. Le grand moi, voilà, ce qui me dépasse, ma conscience globale. Donc Seth l'appelle plutôt entité. Il me semble que le plus proche au niveau de la définition dans la religion catholique que je connais, ce serait l'âme. Mais l'âme est connotée par d'autres concepts qui visiblement limitent un petit peu ce que Seth veut nous dire. C'est pour ça qu'il utilise d'autres mots et il développe d'autres éléments. Donc mon entité, elle a conscience pleinement de moi aujourd'hui qui suis en train de vous parler, et peut-être d'une centaine, peut-être plus, me demandez pas, j'en sais rien, d'autres vies en parallèle, à un peu toutes les époques historiques, c'est-à-dire des contextes donnés. Entre le moment où je nais et le moment où je vais mourir, il va se passer une certaine saveur, je dirais, un contexte qui fait qu'on va expérimenter certaines choses d'une certaine façon, surtout si on choisit telle ou telle partie du monde. C'est bien ça que Seth est en train de nous dire. D'autres pièces se jouent simultanément, donc y compris l'an 3000. L'an 3000 est en train de se jouer, là, maintenant, en ce moment. Mais également 500 avant Jésus-Christ. Et tout est reliable. Relié par notre entité, mais donc reliable. Il y a des passerelles. Et quelque part, on grandit, on évolue ensemble. En fait, tout ce qu'on expérimente, c'est pas il faut que j'ai vécu une expérience
au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis au 5e, puis au 7e, puis au 10e, puis au 12e, puis au 14e, 15e, 18e, 20e, 21e. Non. Il n'y a pas d'ordre. L'expérience que j'ai en ce moment, si le temps existe, en l'an 3000, influence sur mes capacités, mon fonctionnement, mes histoires d'aujourd'hui, et inversement. C'est ça la particularité de ce que Seth explique par rapport à la réincarnation. C'est pour ça qu'il insiste depuis longtemps sur le fait qu'il n'y a pas de temps et que là, il vient de dire, les autres pièces se déroulent simultanément, tout ensemble. Vous y jouez un rôle, toutes, leur décor, leur fonctionnement, leur expérience. Il continue dans le même paragraphe, ces pièces-là aussi sont créées par vous. Et vous jouez dedans. Ces scènes constituent également votre environnement. L'environnement qui entoure votre personnalité globale, ce que je viens d'appeler l'entité. J'espère ne pas me tromper sur les mots. Voilà, personnalité globale. Oui, j'avais expliqué, j'avais fait un dessin. Je vais peut-être pas le retrouver, mais c'est pas grave. Je vais essayer de passer en mode, tableau blanc. J'avais fait un dessin, c'est peut-être dans les premières sessions, avec, voilà, entité. Je peux l'écrire directement. Entité. Donc, qui s'appellerait, je ne sais pas comment, mais certainement pas Laurent. Enfin, a priori, pas Laurent, en tout cas. C'était la différence que Seth faisait, si vous vous rappelez, entre Jen et Robert. Quand il lui donnait le nom Robert, il appelle selon son nom d'entité. Alors, je vais faire un trait. Attention, une entité n'est pas délimitée, mais c'est à fin pédagogique. L'entité, il y aurait des émanations vers une première personnalité qui vit... Oups, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je voulais simplement encadrer la personnalité 1 qui était reliée, puisque c'était une sorte d'émanation, on parle d'une sorte de tentacule, et donc là, on peut en faire autant que l'on veut, bien entendu. Et c'est là où il y en a peut-être, je sais pas, des centaines, des milliers. Donc, personnalité 2. Je suis scientifique, désolé, j'utilise des 4, pardon. Des chiffres, on pourrait donner, là ce serait Laurent, peut-être Rose, Jacqueline, et puis Michel, ce qui seraient les noms de mes personnalités dans d'autres espaces et d'autres temps. Donc c'est de ça dont Seth est en train de nous parler, ni plus ni moins. Votre personnalité globale, donc qu'il a nommé déjà, je ne me souviens plus du chapitre, en tant qu'entité, en tout cas voilà, retenez donc cette personnalité globale, et donc reliée, qui a en tout cas des expériences, c'est ça quand on dit qu'on joue une scène, dans différentes scènes, oui, puisque il fait le parallèle avec la notion de comédien. Voilà, l'environnement qui entoure votre personnalité globale. Et il reprend le mot d'environnement dont il a parlé, au début du chapitre en disant « J'ai déjà utilisé le mot environnement pour désigner votre existence physique quotidienne et l'environnement général auquel vous êtes relié. » Et là, il parlait d'un environnement étendu, je crois. Exactement. De fait, vous avez très peu conscience de votre environnement étendu. C'était dans la première partie de cette séance. Et là, ce serait effectivement cette notion d'environnement étendu, c'est-à-dire l'environnement de notre personnalité globale, de l'entité. Autrement dit, l'ensemble des environnements individuels de chacune de nos personnalités forment un environnement, un contexte global de ce qu'on veut expérimenter. Donc, vous voyez, avec des histoires très très différentes. C'est un petit peu comme se dire, je sais pas, par exemple Molière, tout ce qu'il a voulu écrire, ou toutes les pièces dans lesquelles il a joué, c'est ça qui va donner un petit peu la tonalité
Donc non plus à son personnage, mais à Molière en tant qu'être humain. Ou si on regarde, voilà, pour parler peut-être un contexte plus actuel, Jean Dujardin par exemple, qui est un acteur quand même, il me semble, qui commence à être de référence, il a quand même joué des choses très différentes. Et bien, vous voyez, l'ensemble de ces différents rôles teinte un petit peu ce que l'on peut en percevoir, chacune de lui, de qui il est en tant qu'artiste, de ce qu'il a envie aussi de proposer en tant qu'être humain, mais aussi des fois des rôles comme le film des artistes. J'avais entendu un reportage où vraiment il expliquait que c'était vraiment un rôle de composition, il avait dû travailler sur des films anciens, voir comment il faisait pour être dans le mime, donc l'exagération des mouvements, etc. Et donc c'était un vrai travail, on appelle ça un travail de composition, c'est-à-dire de composer un rôle. Et c'est justement peut-être l'intérêt qu'on peut avoir dans nos vies, des fois d'avoir des personnalités comme ça qui vont avoir un rôle très différent de ce qu'on fait habituellement, parce que dans la palette entière de ce qu'on veut expérimenter, on a fait beaucoup de comédie, mais à un moment donné, on veut faire quelque chose d'un peu tragique. Parce qu'en tant qu'artiste, on a envie aussi de faire passer ça comme émotion, de vivre, qu'est-ce que c'est, hein. Et donc, c'est effectivement cette image, elle est utilisée, comme Seth dit, c'est pas le premier à s'en servir, l'image du fait que nous soyons un artiste avec plusieurs rôles, ça explique bien la complexité de ce qu'on souhaite expérimenter dans la réalité physique, de manière globale. Toutes ces époques, tous ces rôles, etc. Donc là, il dit effectivement que ces différentes scènes constituent également votre environnement, mais donc un environnement qui serait plutôt étendu, un environnement qui entoure votre personnalité globale. Je pense que ça fait plus de sens comme ça, avec le schéma que je viens de remontrer. Et il continue dans le paragraphe suivant en disant « Or, je parle de la partie de vous-même qui prend part à la pièce d'époque actuelle. » Donc Seth il est en train de me parler à moi, puisque je suis en train de lire son livre. Donc une portion de la personnalité globale. Différentes façons de le nommer. Donc je parle de la partie de vous-même qui prend part à la pièce d'époque actuelle. Et cette portion de votre personnalité globale est tellement focalisée sur cette pièce-là qu'elle ne se rend pas compte des autres pièces dans lesquelles vous jouez aussi un rôle. Effectivement. Là aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi, même si je lis les livres de Seth, que j'y trouve un sens profond, que j'y crois fondamentalement beaucoup, et que j'expérimente différentes choses, je n'ai pas encore eu d'éléments vraiment de vécu, je dirais concret, si on peut le dire comme ça, qui m'a indiqué quelles étaient, par exemple, les autres vies que j'ai vécues. Et en même temps, j'avoue que c'est pas non plus un objectif fondamental dans ma vie. Je fais confiance à mon entité pour... elle s'en occupe de savoir. Elle a la vision globale de ce qui se passe dans mes autres personnalités, tout ce qu'on expérimente. Le fait de savoir que certaines personnalités à un moment donné vont vivre des éléments peut expliquer pourquoi il y a des jours où je suis pas bien. Alors qu'il y aura rien dans ma vie aujourd'hui concrète qui ferait que je me lève, on appelle ça se lever du mauvais pied, ou voilà. Où on peut se lever bien, et puis au cours de la journée, il y a quelque chose de lourd qui s'installe, et on ne voit rien de concret. Là, c'est peut-être, c'est pas une règle stricte, mais une des explications possibles, c'est qu'en ce moment même, quand je deviens plus triste, plus lourd, plus je sais pas quoi, eh bien, dans une de mes autres vies, ou dans plusieurs de mes autres vies, puisqu'il y a souvent une similitude, il y a quelque chose de lourd qui s'installe. Mais Seth disait, alors je vais le citer, parce que je sais plus si j'en ai déjà parlé, je crois pas, c'est plutôt dans un autre livre, ou plus tard, en tout cas dans Seth parle, il dit à un moment donné, mais
il peut arriver, par exemple, je sais pas, alors je vais dire de tête, c'est pas exactement ce que Seth disait, mais si on a par exemple un accident de voiture, ça peut être en même temps, dans une de nos vies, on est joueur de football et on vient de rater un penalty, alors que on aurait dû le marquer. Dans une autre vie, on commet un adultère et on vient de se faire choper. Dans une autre vie, on est un enfant et puis, je sais pas quoi, dans la cour de récréation, il y a une bagarre, etc. Enfin, donc il y a quand même une sorte de cohérence. Quand il y a quelque chose d'un petit peu particulier, compliqué à vivre, ça peut être très synchronisé finalement, dans différentes vies. Pas toutes forcément, mais dans différentes vies. Donc quelque chose qui est plutôt rattaché à ce que notre entité va vivre, et donc en même temps c'est comme si c'était relié, il y a une sorte de boîte noire au niveau de notre entité, et qu'il y a un transfert d'informations dans ce qu'on vit. Il y a un choc global, et ça se ressent à tous les niveaux en même temps, au niveau de cette intensité. Donc dans cette vie-là, sinon, voilà, moi, effectivement, je confirme, je suis tellement focalisé sur ma vie, j'essaie de défocaliser. Et Jen avait cette capacité à défocaliser. C'est une des raisons pour lesquelles Seth, alors il l'avait préparé sur plusieurs vies, donc en parallèle, tout ça, faut imaginer. Il avait préparé Jen pour qu'elle soit capable justement de suffisamment défocaliser pour que spontanément il puisse entrer en communication avec elle. Donc c'est vraiment une expérience très particulière. Et Seth n'a pu faire de l'état de transe de Jen, du channeling, que parce que ils font partie de la même entité, parce qu'ils étaient reliés de manière très proche. Donc il y a un lien psychologique très fort. Donc c'est pas n'importe qui peut se connecter à n'importe quelle entité comme ça. En tout cas dans ce qu'a vécu Jen avec l'information de Seth. Après, il est fort possible que des médiums, par exemple, puissent se connecter à des personnalités quelconques, n'importe quelle personnalité, qui viennent de mourir et qui sont dans une zone particulière qu'on appelle la zone des morts. Seth a expliqué dans le chapitre 3 que la zone, quand on vient juste de mourir, n'est pas l'endroit où se situe Seth. Donc voilà. Comprenons-nous bien. On peut se connecter à des gens qui viennent de mourir, donc qui sont encore reliés fortement à la vie terrestre, et même peut-être même qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient morts. Et par contre, le lien particulier, quand on arrive dans d'autres niveaux d'environnement non physique, eh bien là, il faut visiblement un lien particulier qu'on aurait vécu dans des vies. C'est un lien par entité, du coup. Pas dans nos vies en tant que personnalité, mais dans la personnalité globale, ou donc l'entité. Voilà, quelques éléments en tout cas pour essayer de refaire du lien avec ce que Seth est en train d'expliquer dans ce chapitre. Donc on est effectivement tellement focalisé que on ne perçoit pas très très bien les autres pièces. Et c'est pour ça que ça nous dérange de dire la réincarnation, bien sûr, c'est évident, ça existe. Oui, mais donnez-moi la preuve. En même temps, on n'a pas de preuve de l'inverse non plus. Donnez-moi la preuve que ça n'existe pas. Dites-moi, avec des faits scientifiques précis, que ce que Seth vient de dire est faux. Vous ne comprenez pas votre réalité multidimensionnelle, nous dit Seth. Puisqu'on se limite à ce qu'on perçoit, ce qui n'est pas perceptible nous semble faux. Et nous le rejetons en premier avis. Il dit justement, donc vous n'avez pas à comprendre votre réalité multidimensionnelle. Ça, je veux bien, si effectivement, peut-être en dire un petit mot. Multidimensionnel. Ça fait partie des éléments importants du message de Seth, de se dire que la première dimension qu'il y a, c'est effectivement qu'on vit plusieurs vies, pour le dire simple. On se réincarne, donc on a différentes
expérience en tant qu'être humain. Ça, c'est le premier niveau. Et un deuxième niveau, c'est que dans notre propre vie, là, moi, dans mon expérience en tant que Laurent, et la physique quantique ne dit pas autre chose, il y a des réalités parallèles. Il y a des, c'est-à-dire qu'il y a... Je suis en train d'hésiter, est-ce que c'est l'idée du chat de Schrödinger, là, est-ce qu'il est mort ou pas mort en même temps? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la même histoire, il y a deux probabilités, les deux existent en même temps. Est-ce que sur ça, non, peut-être que je généralise un peu trop. Comme d'habitude, j'essaierai de rechercher après la session, je réécouterai ce que j'ai dit, pour rechercher des éléments et essayer de compléter par des commentaires ou des liens, ou voilà, d'aller en tout cas alimenter en tout cas ces éléments-là par d'autres vidéos ou d'autres informations que je peux trouver. Mais en tout cas, il y a différentes... Alors, il y a deux choses différentes aussi, là, c'est particulier. Alors, il y a le fait que je peux effectivement, voilà, ce matin, je peux me lever ou ne pas me lever, ou me lever plus tard, etc. Donc, c'est-à-dire que toutes ces réalités-là, et donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, toutes les possibilités différentes de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, existent. Chacune a un degré différent. J'en ai choisi une, c'est celle que je suis en train de faire. J'ai choisi à un moment donné de structurer ma journée pour mettre en place la caméra et puis rentrer dans ce guidage de lecture. Mais il y a plein d'autres versions de cette journée aujourd'hui. Nous sommes le 16 janvier, mercredi 16 janvier 2024. Il est 17h29 à ma montre. Il y a plein d'alternatives possibles à ce que je peux faire depuis le début de cette journée à ce moment-là. J'aurais pu choisir de faire une sieste, j'aurais pu choisir d'aller me promener, j'aurais pu choisir de travailler sur d'autres choses, peu importe. Bon. Donc c'est un deuxième degré de la diversité, puisque ça existe, elles ont une réalité. Toutes ces réalités possibles ont une réalité. C'est pas seulement, c'est pas celle que j'ai choisi d'expérimenter là dans cette réalité-là, mais elles existent par ailleurs. Donc c'est quand même une dimension particulière. Donc là, déjà, vous voyez commencez à imaginer s'il y a, allez, on va dire 100 personnalités liées à mon entité globale, qui sont en train de vivre leurs 100 expériences différentes. Premier degré. Deuxième degré, chacune d'elles, chaque jour, chaque instant, il y a le libre arbitre, et donc tous les possibles. Et à chaque fois qu'on prend une décision, il y a une réalité parallèle qui se crée. Il y a les deux. Il y en a une qu'on suit, mais l'autre, elle existe. Donc voilà, toute la journée, ça fait comme ça un arbre qui se disperse. Donc il y en a qui se rejoignent, peut-être. Je sais pas, là j'en parle comme ça. Est-ce qu'éventuellement ça peut se rejoindre? Oui, peut-être. Bon, éventuellement, ça me semble pas incompatible. On va prendre deux chemins différents, mais on arrive au même endroit. Donc oui, éventuellement. Mais en tout cas, on imagine plutôt la forme d'un arbre, donc quelque chose où, quand on fait le point à minuit moins une, voilà, toutes les réalités qu'on a vécues aujourd'hui, ça peut être énorme. Donc l'entité, elle vit tout ça en même temps. Au-delà de ces réalités, alors il y a deux termes aussi, là je suis pas très à l'aise, donc je vais pas vous en dire tellement plus tout de suite. Je sais qu'il y a les réalités probables et il y a les réalités parallèles. Et là, je suis pas clair avec ça. Peut-être que ce que je viens de vous parler, ce sont les réalités probables. Et que ce qui serait des réalités parallèles, alors, moi j'aurais mis ça sous le nom de dimension parallèle. Donc là, c'est le troisième niveau là qui me venait à l'esprit. Bon, donc, mettez ça de côté, on va dire, c'est pas forcément très important tout de suite, mais il y a en tout cas, visiblement, une différence dans ce que ça explique. On y reviendra quand j'aborderai ce chapitre-là, avec le niveau de compréhension que j'en aurai à ce moment-là.
vient se rajouter, en tout cas, sur ces différentes dimensions possibles, le fait que, et c'est là où effectivement la physique quantique le démontre très bien, il y a différents éléments qui se passent là, au même endroit, si l'espace existe, mais de manière complètement différente. J'essaie de m'expliquer. C'est un petit peu l'histoire de Men in Black. Quand on voit à la fin, là, il ouvre un casier, et dedans, il y a un monde entier. Puis il dit, je sais plus quoi, il fait une blague, ils ont pas l'impression d'être enfermés dans un petit monde, machin. Et puis il dit, je sais plus quoi, Tommy Jones, il répond à, petit joueur, je sais pas trop quoi, et puis il y a un zoom arrière, on voit la planète Terre, puis en fait la planète Terre, elle est dans la galaxie, puis la galaxie c'est dans une bille, et puis il y a plein de billes, et il y a des extraterrestres en train de jouer avec. C'est le souvenir que j'en ai, en tout cas. Enfin voilà, donc quelque chose où on prend vraiment du recul, on se dit, ah ouais, on est très très peu de choses. Et finalement, dans quoi on vit? Qu'est-ce que c'est l'univers? Qu'est-ce que c'est notre expérience? C'était juste, je pense, une manière imagée de faire réfléchir à cette question-là. Donc c'est pas exactement effectivement ce dont je voulais parler, puisque l'idée ce serait au même endroit, et ça Seth en parle régulièrement, il y a d'autres éléments présents, mais qui ne sont pas sur la bonne fréquence, on va dire, qui ne sont pas sur notre niveau de réalité physique, qui fait qu'on ne peut pas les percevoir. Il y a des réalités plus denses, il y a des réalités moins denses, mais tout se passerait au même endroit, entre guillemets, parce que ni le temps ni l'espace n'existent réellement, ce ne sont que des conventions. Et parce que ce ne sont que des conventions, il y a effectivement cet empilement d'éléments. Et cet empilement d'éléments au même endroit fait que, par exemple, quelqu'un qui va se mettre en colère va créer dans un autre univers parallèle une tempête. C'est leur façon de ressentir l'émotion qui est émise à cet endroit. Il y a quelque chose de particulier, mais ça fait partie de leur expérience propre. Ou quelque chose, voilà, une grande joie peut amener, je sais pas quoi, tout d'un coup, une pluie d'étoiles filantes, quelque part, ou un arc-en-ciel. Je dis un peu des images qui ne correspondent pas à ce qu'ils vivent exactement, puisque ce sont des mondes non physiques, donc un arc-en-ciel n'a aucun sens pour eux, peut-être. Mais ils vont le ressentir comme quelque chose, voilà, d'extraordinairement beau, par exemple. Voilà, donc là, ça rajoute une autre dimension. Seth utilise le mot de multidimensionnel. Vous êtes une personnalité multidimensionnelle. Et notre entité a la conscience, en partie, de ces autres dimensions qui se passent. Et il peut y avoir des liens. Là, je fais une petite parenthèse. Ce serait l'explication, si j'ai bien compris, selon Seth, quand il y a ces transferts comme ça entre deux dimensions, il y a des transferts un peu involontaires des fois, ce sera l'explication des fantômes, par exemple, ou des ovnis. C'est-à-dire d'éléments qui arrivent dans notre réalité, mais qui sont pas stables, qui ne sont pas très visibles, qui font des choses incohérentes, qui vont disparaître, qui vont juste passer, qui se déplacent trop vite, etc. C'est parce qu'il y a une sorte une pseudo-matérialisation, donc il y a quelque chose d'assez concret pour nous qui s'installe, donc ça devient quelque chose dans nos symboliques qui nous parlent, mais que le monde parallèle, la dimension parallèle, ce qui se passe pour eux, n'a rien à voir. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se promener, et à un moment donné, il a d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, je peux pas vous dire, mais il y a quelque chose tout d'un coup qui arrive à passer d'une dimension à l'autre, et qui devient perceptible. Et que peut-être, ce qu'on est en train de faire là, on s'en rend pas compte, mais des fois, on a certaines actions qui ont des répercussions dans des dimensions parallèles, et tout ça nous échappe complètement, et on n'en saura jamais rien. Nous, en tant que personnalité, notre personnalité globale doit le percevoir. C'est pour ça qu'on a cette imbrication de différents éléments, et que notre entité, elle a conscience de tout ça, y compris de dimensions non physiques, en parallèle. Elle vit des expériences dans des dimensions non physiques. Donc là, vous voyez à peu près cet empilement d'informations dont parle Seth, et
qui explique voilà ce que c'est nous finalement notre cadre réel, qu'est-ce que c'est notre réalité multidimensionnelle globale, hein, et non pas celle que notre personnalité perçoit. Et justement, Seth va dire, il vous paraît donc invraisemblable, puisque vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez de manière globale, il vous paraît donc invraisemblable de vivre plusieurs existences en même temps. Il y a les différents rôles dont j'ai parlé, bien sûr. Vous avez du mal à vous imaginer dans deux endroits en même temps, et, a fortiori, dans deux époques, ou même davantage, à la fois. Juste pour nous dire effectivement ce qui est notre ressenti direct, c'est qu'effectivement, oui, bien sûr, ce qui n'est pas perceptible directement, nous avons du mal à l'imaginer, à le concevoir. Et c'est toute la difficulté du message que Seth nous envoie, nous donne, hein, qu'il essaie de diffuser. C'est qu'il veut nous faire, malgré tout, un petit peu concevoir des éléments qui, au départ, ne sont pas perceptibles. Donc si ça passe uniquement par notre cerveau, on va dire, non. J'y crois pas, c'est pas vrai, c'est pas scientifique, c'est pas voilà. Et c'est parti, le mental qui déroule. Non. Hein, il y a une partie intellectuelle à avoir en disant, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai pas d'éléments là qui s'opposent concrètement à ce qu'il est en train de dire, donc pourquoi pas ? Et comment je le ressens, moi ? En quoi ça vibre dans ce que je vis, hein, voilà. C'est ça, c'est la manière dont ça essaie de nous transmettre le message. Hein. Donc on se rend compte effectivement que son rôle est extrêmement difficile. Pour faire une comparaison là qui me vient, c'est comme si on voulait expliquer la physique quantique ou la philosophie à un enfant de 3-4 ans. De rentrer trop vite dans des concepts, même, oui, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, là, au début on est obligé pour parler du temps, hein, on ne dit pas le lendemain, c'est un concept qui est compliqué. Quand l'enfant est trop jeune, je ne sais plus à partir de quel âge ou à quel état, en tout cas de maturité, il accède à cette information-là. Donc au début c'est un dodo, hein, on le rattache à quelque chose de concret. Je vais me coucher, ah oui j'ai le souvenir, oui effectivement. De temps en temps, je vois que le ciel devient sombre, il fait ce que les adultes appellent nuit, et du coup c'est le moment d'aller faire un dodo. Alors qu'est-ce que c'est un dodo pour un enfant ? C'est bien mystérieux, il sent qu'il perd quelque chose qui s'enlève, donc ce qui peut être très traumatisant pour lui, il peut se mettre à pleurer, vivre très mal. Mais en tout cas c'est sa manière de percevoir un dodo. Donc voilà, c'est comme, nous, aujourd'hui, on serait un jeune enfant en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est demain ? Voilà, qu'est-ce que c'est demain ? Ou hier. Alors regarde, hier, si, parce que hier tu as fait des choses. Donc tu te souviens hier, on a dessiné ça, on allait se promener. Tu te souviens, il faisait beau là, puis on a joué avec un ballon et puis machin. Bon, c'est des souvenirs. C'est quelque chose dans nos conventions. Nous avons accepté que ce soit accessible, alors que ce n'est pas le temps présent. Seth, il le présente comme ça. Seth, il dit le futur et le passé, c'est les mêmes niveaux d'information. Simplement, vous acceptez d'avoir accès au présent, bien sûr, à une partie du passé, mais sous une certaine forme, un peu déformée par ce qu'on appelle la mémoire, qui est teintée par nos expériences. Et le futur, au départ, la règle du jeu, c'est qu'on n'y a pas accès. Et qu'il y a peut-être des manières, en se reconnectant, en s'autorisant, à y avoir accès, tout en gardant en tête qu'il n'est pas encore écrit puisqu'il n'est pas devenu présent. Et donc, il est modifiable. Et là, toutes ces définitions-là, c'est compliqué à entendre la première fois. Mais en tout cas, c'est ça dont il est en train de parler, Seth. Paragraphe suivant. Après une courte pause,
à 21h24, note Robert, Seth reprend en disant « Pour dire les choses simplement, le temps n'est pas une suite d'instants. Le temps n'est pas une suite d'instants. Et c'est pourtant, il me semble, la définition qu'on nous en donne en physique. C'est la succession des secondes qui va former une minute, la succession des minutes qui forme les heures, la succession des heures qui forme la journée. Et c'est comme ça qu'on se repère dans le temps, parce que le temps est linéaire. Et que le temps, on ne peut pas faire marche arrière. Il se déroule. Et que voilà, et que ça définit un présent, un passé, un futur. Mais c'est une convention de vouloir avoir accès uniquement au passé. Donc voilà, Seth dit, pour dire les choses simplement, le temps n'est pas une suite d'instants, puisque tout est accessible en même temps. Là, il en parle par rapport à nos vies, à nos expériences. C'est ça le point de départ, pour tracer la trame de fond globale. Il continue. Les mots que vous prononcez, les actes que vous accomplissez semblent prendre place dans, et là il a demandé à Robert à souligner, dans le temps. Les mots que vous prononcez, les actes que vous accomplissez semblent prendre place dans le temps. C'est un cadre. De même qu'un fauteuil ou une table semble occuper l'espace. Et il parle de la même manière du temps et de l'espace. Parce que pour lui, ce ne sont que des conventions. De son point de vue, ça n'existe pas. Ce sont des conventions qui ont été mises en place dans la réalité physique et donc qui existent dans la réalité physique. Quand on dit ça n'existe pas, si, ça existe, mais pour nous, dans la réalité physique uniquement. Donc c'est dans un contexte donné. Et cette règle nous permet de comprendre l'intensité des différents éléments que nous rencontrons dans notre environnement. Ça va structurer les choses, les classer, les ordonner, pour que ce soit compréhensible pour notre cerveau dans cette réalité physique. Mais quand on rêve, on sort de la réalité physique et donc le temps n'a plus d'importance. Il y a des incohérences extraordinaires. L'espace n'a plus d'importance. Donc on peut voyager où on veut, comme on veut. On se retrouve dans l'espace, on revient sur Terre, on se déplace sur la Terre comme on veut. Il n'y a aucune cohérence physique. Parce qu'on est sorti du cadre. Les rêves nous permettent d'avoir accès à la réalité plus large dont parle Seth. Donc, quand nous revenons dans la réalité physique, la règle de base, mais c'est comme dans Matrix, il y a certaines règles qu'on peut enfreindre et d'autres violer. Donc il y a une certaine latitude. Mais quelle est la volonté qu'on veut pour mettre en place ces éloignements à la règle de base, et quel est notre niveau de peut-être d'évolution, de compréhension, de conscience. Là je ne sais pas exactement comment l'exprimer, mais quel est en tout cas le rapport qu'on a à la réalité au sens large, et non plus au sens de la réalité physique uniquement. Moi je peux être très à l'aise dans la réalité physique quotidienne, mais qu'est-ce qui se passe quand je sens que ma conscience s'éloigne, justement, ces moments où on s'endort, ces moments où on peut être malade, ou etc., ou la mort, la peur de la mort, c'est parce que on va vers quelque chose qu'on ne connaît plus. Et ça peut faire peur, ça peut être très traumatisant. Et donc c'est cette haute réalité que Seth nous invite à maîtriser, à explorer en tout cas, avant de la maîtriser. Déjà de prendre conscience qu'elle existe, de l'accepter mentalement, pour mieux pouvoir éventuellement
capter des informations qui viendraient de cette réalité, parce que c'est pas la règle de base qu'on s'est donnée en venant sur Terre. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que j'en comprends, à mon niveau de lecture, de compréhension, etc. 7 continue son paragraphe. Là, il vient de parler, donc voilà, les mots que vous prononcez semblent prendre place dans le temps, de même qu'un objet prend place dans l'espace. Mais ces apparences sont une partie des décors compliqués que vous avez mis en place à l'avance, au sein de la pièce. Vous êtes obligé de les accepter comme réels. Ces apparences, le temps et l'espace, ces apparences sont une partie des décors compliqués que vous avez mis en place, entre guillemets, à l'avance. Et donc moi j'entends le à l'avance avant de s'incarner. Le cadre global dont je parlais au début de cette séance, on écrit le cadre de notre vie. Et il y aura dedans, effectivement, oui, le temps et l'espace, parce que ça fait partie des conventions de la vie terrestre. Donc on a mis en place ça. Et quand on est en train de jouer la pièce, on est obligé de les accepter. C'est comme 17... Ah non, il en parle un petit peu après. Je vais pas... Il va le dire après l'exemple, et je le trouve intéressant. Le paragraphe suivant, 7 nous dit 4 heures de l'après-midi, mais ça entre guillemets. 4 heures de l'après-midi. Bon, ça parle à tout le monde, en fonction de l'endroit où on se situe, du fuseau horaire, etc. Mais une fois qu'on sait où on se situe sur la planète, voilà, 4 heures de l'après-midi, tel jour, c'est un repère. Et il dit, effectivement, c'est une indication très commode. Parce qu'on s'est mis d'accord dessus. Vous pouvez proposer à un ami de vous retrouver à 4 heures, dans la rue ou au café pour prendre un verre, pour discuter ou pour manger quelque chose. C'est une indication très commode. On donne un rendez-vous, et ça continue, et votre ami saura précisément où et quand vous retrouvez. 4 heures au café. Tel café, telle rue, machin. Peu importe, on précise. On a un GPS, on peut se retrouver le lieu. On a une montre, si on sait quel jour, on peut y être. Après, on peut être en avance ou en retard. C'est notre choix, notre organisation. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un rendez-vous dans un espace et un temps donné. Voilà. Votre ami saura précisément où et quand vous retrouvez, c'est-à-dire que 2 personnalités, grâce à cette convention, peuvent créer une rencontre. Parce qu'on s'est mis d'accord, on n'est pas obligé d'être ensemble pour se retrouver ensemble. On se met dans un futur, on crée une rencontre, et ça se passe physiquement. Donc voilà, votre ami saura quand et où vous retrouvez, cela en dépit du fait que 4 heures de l'après-midi ne veut fondamentalement rien dire. Et qu'il s'agit uniquement d'une convention. Il l'a souligné, donc c'est en gras dans la version française, une convention entre personnes civilisées, dit-il. Et c'est cette convention, comme je vous disais, qui vous permet de se retrouver. Et voilà l'exemple là, que je voulais citer juste avant. Il en parle à ce moment-là. Si vous êtes au théâtre à 9h du soir, mais que l'action de la pièce se déroule le matin, il vous semble tout naturel que les comédiens soient vus en train de prendre leur petit déjeuner sur la scène. Donc, il est 9h du soir, vous allez au théâtre, mais les acteurs disent, voilà, pouf, il y a la lumière du matin, et ils disent, c'est le matin. Donc ils prennent leur petit déjeuner, et nous, on trouve ça normal. Il n'y a rien qui nous choque.
Il vous semble tout naturel que les comédiens soient vus en train de prendre leur petit déjeuner sur la scène. Vous acceptez l'heure convenue dans la pièce. Vous prétendez, vous aussi, que c'est le matin. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, notre réalité quotidienne. C'est la même chose. C'est juste une convention. Et on a donc mis en place ce temps qui se décale, qui est une suite d'éléments pour qu'on puisse les appréhender, les comprendre, les vivre les uns après les autres. Ni plus, ni moins. Voilà exactement ce que Seth nous dit du temps et de l'espace, une nouvelle fois, d'une nouvelle manière. Donc oui, ça existe. Des fois, je vais peut-être le dire, j'ai déjà dû le dire, le temps n'existe pas. Dans la réalité globale dont nous parle Seth. Dans la réalité physique qu'on expérimente, oui, bien sûr, ça fait partie des conventions. Il y en a plein d'autres. Si vous écoutez un physicien, il vous expliquera les lois physiques. Les forces, il y a la gravité, les forces, il y a 3 forces, il me semble, qui tiennent les atomes entre eux, etc. Voilà, électromagnétique. J'en ai déjà parlé dans une autre session. Ça fait partie des forces fondamentales, des règles de cette planète, de cet univers, du fonctionnement, de ce qu'on appelle, nous, la réalité physique. Voilà. Et c'est juste de voir ça comme des conventions, et que donc, on peut les manipuler. Voilà. Comme je souhaitais faire des formats un petit peu plus courts, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère trouver du temps, comme je vous disais, là en 2024, j'espère maintenant pouvoir retrouver le rythme que j'avais en début d'année dernière, et donc vous retrouver rapidement, mais en tout cas ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt. Au revoir.